حنا نرحبوا بالسي بالموهوب. اليوم تسمى مغتنمين الفرصه تاع يوم عالمي لحقوق الانسان بعد الذكرى تاع 65 سنه من اصدار لا ديكلاراسيون دي دوا دو يونيفرسال. فبالمناسبه سي بالموهوب يعطينا نبذه على حقوق الانسان في الجزائر والحاله ربما يمثل لها حقيقة دولة القانون الغائبة من الجزائر. فبدون إطالة الكلمة لسيد الموهوب ومرحبا بكم والإخوان اللي معه. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أما بعد يشرفني أن أحييكم بتحية الإسلام والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أولا وقبل كل شيء نشكر الأخ سي سفيان الجلالي اللي فتح لنا الباب ونقول يعني في نفس الوقت نقول من جهه جزاه الله بخير ومن جهه اخرى نقول ماذا الى الواجب تاعو كحزب وطني، حزب للشعب الجزائري، ونتمنى لهم في نفس الوقت التوفيق. والله كل ما تتاح لي فرصه باش نتكلم على حقوق الجزائر، حقوق الانسان في الجزائر، تحيا في نفسي نقطه الم بالحقيقه. Bien que la liberté consiste non pas seulement dans le droit accordé, mais dans le pouvoir donné à l'homme d'exercer, de développer des facultés sous l'empire de la justice et sous la sauvegarde de la loi, néanmoins et avec beaucoup de regrets. Durant mon humble parcours de défenseur des droits de l'homme, il m'a été souvent donné à entendre la question « Qui donc vous a commis pour défendre les droits de l'homme ?» Ce à quoi tout le temps j'ai répondu « D'abord ma conscience et mon devoir humain et citoyen, ensuite l'article 33 de la Constitution nationale, puis la sensation amère des violations de mes droits élémentaires et des injustices multiformes allant de mon arbitraire internement dans des zones du désert à porte-teneur de radioactivité nucléaire, en passant par la torture à l'emprisonnement et du kidnapping aux tentatives de meurtre dont je fus victime, et partant du sage et irréversible principe que la vengeance n'est pas la justice, et au regard de ma culture, de mon éducation et de ma foi, profondément convaincu qu'il faut que les principes d'une politique saine soient faits de justice. J'ai décidé de faire don de mon temps et de moi-même à la promotion, à la protection et à la défense des droits de la personne humaine et des libertés fondamentales, afin que d'autres ne subissent pas les peines et les souffrances que j'ai avec d'autres compagnons de déni de droit injustement et arbitrairement subis. Et enfin, au but des trois principes directeurs suivants. Premièrement, il existe une citoyenneté internationale qui a ses droits, qui a ses devoirs et qui engage à s'élever contre tout abus de pouvoir, quel qu'en soit l'auteur, quelles qu'en soient les victimes. Après tout, nous sommes tous gouvernés à ce titre solidaire. Deuxièmement, c'est un devoir de cette citoyenneté internationale de toujours faire valoir aux yeux et aux oreilles des gouvernements les malheurs des humains dont il n'est pas vrai qu'ils ne sont pas responsables. Le malheur des humains ne doit jamais être un reste muet de la politique. Il fonde un droit absolu à se lever et à s'adresser à ceux qui détiennent le pouvoir. Troisièmement, les instruments juridiques internationaux ont créé ce droit nouveau, celui des individus privés à intervenir effectivement dans l'ordre des politiques et des stratégies internationales. La volonté des individus doit s'inscrire dans une réalité dont les gouvernements ont voulu se réserver le monopole, ce monopole qu'il faut arracher peu à peu chaque jour. Les droits de l'homme, c'est quoi? Peut-on définir les droits de l'homme? Comment les expliquer? D'où viennent les droits de l'homme? Les droits de l'homme sont une sorte d'armure, ils nous protègent, ce sont aussi des règles qui nous disent comment nous comporter
enfin ce sont des juges auxquels nous pouvons faire appel. Ils sont abstraits, tout comme les émotions. Et comme les émotions, ils appartiennent à tous, ils sont comme la nature, car ils peuvent être violés. Ils sont aussi comme l'esprit, car ils ne peuvent pas être détruits. Comme le temps, il nous réserve à tous le même traitement, que nous soyons riches ou pauvres, jeunes ou vieux, blancs ou noirs, grands et petits. Comme pour la bonté, la confiance et la justice, nous avons du mal à nous mettre d'accord sur leur définition, mais lorsque nous les voyons, nous les reconnaissons. Les droits de l'homme font partie de ces choses qui ne peuvent nous être enlevées. Un droit est une revendication justifiée. Accepter les droits de l'homme signifie accepter le droit de chacun à les revendiquer, car ils sont inhérents à tous les êtres humains. Fondamentalement, cette revendication est d'ordre moral, elle repose sur des valeurs purement morales. Le droit à la vie signifie que personne n'a le droit d'ôter la vie à autrui. Présentée en ces termes, cette revendication n'a pas réellement besoin d'être étayée, personne ne peut la remettre en question. Nous reconnaissons tous, à notre niveau individuel, que certains aspects de notre vie, de notre être, devraient être inviolables et intouchables parce qu'ils sont essentiels à ce que nous sommes. Ils sont essentiels à notre humanité et à notre dignité humaine. Les droits de l'homme étendent cette perception individuelle à tous les êtres humains de la planète. Si je peux formuler ces revendications, alors les autres aussi en seront. Ce que l'homme veut, c'est tout justement pouvoir choisir en toute indépendance, quel que soit le prix de cette indépendance et ses conséquences. Des valeurs clés constituent le fondement de l'idée des droits de l'homme. La première est celle de la dignité humaine et la deuxième celle de l'égalité. Ainsi, d'une certaine façon, les droits de l'homme définissent ces normes sans lesquelles une vie ne serait pas digne, et leur universalité découle du fait que, à cet égard, tous les humains sont égaux. Nous ne devrions et nous ne pouvons faire la discrimination entre les humains. Ces deux valeurs sont véritablement l'unique condition nécessaire pour adhérer à l'idée des droits de l'homme, et ces valeurs sont fort peu sujettes à controverse. C'est la raison pour laquelle l'idée des droits de l'homme bénéficie du soutien non seulement de toutes les cultures dans le monde, et ce malgré leur diversité, mais également de tous les gouvernements civilisés et de toutes les grandes religions. Il est reconnu de façon quasiment universelle que le pouvoir de l'État ne peut être ni illimité, ni arbitraire. Il doit au contraire être limité, au moins de manière à permettre à tous les individus relevant de sa juridiction de vivre selon certaines exigences minimales de dignité humaine. De nombreuses autres valeurs qui découlent des deux précités peuvent aider à définir plus précisément comme dans la pratique les peuples et les sociétés devraient coexister. Par exemple, premièrement, la liberté, parce que la volonté humaine est une part importante de la dignité humaine. Être forcé d'agir contre sa volonté avilit l'esprit de l'homme. Deuxièmement, le respect des autres, parce qu'en manquant de respect à une personne, nous négligeons son individualité et sa dignité essentielle. Troisièmement, la non-discrimination, parce que l'égalité dans la dignité humaine signifie que nous ne devons pas juger les autres sur des caractéristiques, notamment physiques, qui n'a pas à entrer en ligne de compte. Quatrièmement, la tolérance, parce que l'intolérance dénote un manque de respect vis-à-vis de la différence et qu'on note qu'égalité n'est pas synonyme d'uniformité. Cinquièmement, la justice, parce que les êtres humains égaux dans leur humanité méritent d'être traités de façon équitable. Sixièmement, la responsabilité, parce que le respect des droits des autres englobe la responsabilité à l'égard de ses propres actions. Les valeurs existent grâce aux actions des individus. Si la nature des droits de l'homme continue d'alimenter la réflexion des juristes, la communauté internationale a défini une série de principes clés auxquels les États ont adhéré et qu'ils doivent respecter. D'abord, les droits de l'homme sont inaliénables, ce qui signifie qu'on ne peut pas les perdre car ils sont inhérents à l'existence de l'homme. Dans certaines circonstances particulières,
Certains de ces droits, pas tous, peuvent se trouver suspendus ou limités. Par exemple, un individu accusé de crime peut être privé de liberté. Ensuite, ils sont indissociables, interdépendants et intimement liés. Cela signifie que des droits différents sont intrinsèquement liés et qu'ils peuvent par conséquent pas être considérés indépendamment les uns des autres. La jouissance d'un droit donné dépend de la jouissance de nombreux autres droits. Aucun droit ne prévaut sur un autre. Et enfin, ils sont universels. Cela signifie qu'ils s'appliquent également à tous les individus, partout dans le monde, sans limite de temps. Chacun peut se prévaloir de tous ses droits et de toutes les libertés proclamées, sans distinction aucune, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique ou de toute autre opinion d'origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation. Il convient à ce titre de souligner
que l'acceptation de l'universalité des droits de l'homme ne menace en aucune façon la diversité des individus induite par des cultures différentes. La diversité peut bel et bien exister dans un monde où tous les individus sont égaux et ont droit au même respect. La Déclaration universelle des droits de l'homme a été rédigée par la Commission des droits de l'homme, organe des Nations Unies, et adoptée par son Assemblée générale le 10 décembre 1948. Depuis plusieurs instruments clés visant à sauvegarder ces principes ont été institués et acceptés par la communauté internationale. Étant donné que les droits de l'homme sont un sujet de préoccupation universelle et ont un caractère universel, leur défense ne saurait être considérée comme une atteinte au principe de la souveraineté nationale, comme il est inacceptable de restreindre les droits des gens au nom de la sécurité nationale. À l'occasion de cette 65e commémoration de la proclamation de la Déclaration universelle des droits de l'homme, j'ose demander aux laudateurs des libertés fondamentales d'avoir le courage de me dire que risque-t-on au juste d'ouvrir aux jeunes Algériennes et Algériens les portes des droits de l'homme, d'autant que ceux-ci sont dynamiques et non statiques, afin qu'ils voient et comprennent ce qui se passe réellement chez nous, dans les ténébreuses coulisses, autant étatiques que celles censées défendre les droits de l'homme. Faut-il aujourd'hui persister à les monopoliser, de les garder en otage et continuer à tenir des jeunes dans l'ignorance de leurs droits et devoirs, alors que cette éducation ailleurs se fait au berceau, et que les moyens de sa connaissance sont mis à la portée de tous par la presse, la radio et la télévision? N'est-ce pas là la meilleure sauvegarde des libertés fondamentales des individus? Alors ne serait-il pas bon de cesser de garder en captivité les droits de l'homme et que dès le jeune âge puisse implanter dans l'esprit de chaque citoyen la connaissance et le respect des principes élémentaires des droits de la personne humaine, conformément à la décision de l'Assemblée générale des Nations Unies du 23 décembre 1994, résolution 4994, ayant appelé les États membres, dont l'Algérie, à intégrer effectivement l'enseignement des droits humains dans l'ensemble des cursus scolaires, et appelé que cette recommandation constitue sans nul doute un élément fondamental de cette stratégie de formation autour des valeurs démocratiques. Cet objectif figure au fronton des plans fixés par les Nations Unies et l'UNESCO. C'est d'ailleurs pourquoi la décennie 1995-2004 fut consacrée décennie pour l'enseignement des droits de l'homme. L'Algérie est signataire de tous les instruments internationaux relatifs aux droits de la personne humaine, donc tenue à respecter ses engagements. Encore une fois, hélas, car en vérité, il n'existe regrettablement pas dans notre organisation scolaire un enseignement spécifique des droits de l'homme. Il est inutile de se hasarder à demander à un élève de l'école primaire ou secondaire qu'est-ce que les droits de l'homme quand un étudiant en 4e année de droit ignore le texte de la Déclaration universelle des droits de l'homme. À ce stade, les questions qui viennent à l'esprit sont: premièrement, en marge du programme officiel, l'acte pédagogique quotidien comporte-t-il au moins un système pédagogique en rapport avec les droits de l'homme? Deuxièmement, les manuels et livres scolaires sur lesquels se construit cet acte contiennent-ils des séquences thématiques propices à l'évocation de la problématique de l'enseignement des droits de l'homme? Troisièmement, cette faille n'est-elle pas à l'origine de la violence multiforme et du dérèglement social généralisé? Et l'absence d'une éthique de la responsabilité n'en est-elle pas la cause? Il faut donc avoir le courage de reconnaître et d'admettre que tant que cette résolution ne sera pas à la lettre appliquée, la paix, la sécurité et le bonheur ne seront que de vains mots et utopies. Ce qui importe aujourd'hui, et c'est l'objet de ma révolte de défenseur libre des droits de l'homme, est de savoir si vraiment quelque chose a changé. La société est-elle informée de ses droits? Par souci démocratique, les défenseurs des droits de l'homme vont-ils vers le citoyen ou bien se contentent-ils d'attendre derrière un téléfax les appels de détresse, le plus souvent sans réponse, que les citoyens lancent? En clair, d'accord avec ce qui se fait ou ne se fait pas,
les choses sont-elles bien faites par les défenseurs des droits de l'homme sous l'angle de la morale politique qui détermine fréquemment la durée du succès et sous l'angle de l'efficacité qui nous impose sans machiavélisme aucun tout autant. Chassons la peur et ayons le courage de reconnaître et de dire dans la plus simple honnêteté morale que ce n'est pas du tout le cas. Aurions-nous un jour le souci à revenir à une méthode démocratique et d'éviter l'engrenage des fautes initiales du choix méthodologique de nos autoproclamés dépositaires des droits de l'homme qui refusent de comprendre qu'une conception des libertés fondamentales n'exclut pas l'autre et qu'au contraire, elle se complète et se corrobore. Alors que, à de minimes exceptions, embarqués dans deux bords différents, chacun est castreur à sa façon, il s'agit d'antithèses, de personnages folkloriques qui, dans leur tenue d'éternels tuteurs et objecteurs de conscience, eux qui en sont dépourvus, ayant volontairement oublié qu'il n'est jamais mauvais d'avoir quelques règles morales et des principes essentiels à portée de l'esprit du moment qu'on n'en est pas esclave. Bien que cela fait pourtant partie du mobilier indispensable des défenseurs des droits de l'homme, à la place, ils montrent que jusqu'à présent, et depuis tout le temps, ils sont incapables les uns et les autres d'honorer les droits de l'homme et de faire une synthèse, quand bien même chez nous, tout le monde dénonce les abus multiformes et multidimensionnels du droit. Privatiser la défense des droits de l'homme est agonisante, ce qui m'oblige à me questionner pour savoir que veut-on exactement dissimuler. Plus que jamais, et à l'occasion de la commémoration de la Déclaration universelle des droits de l'homme, je réitère ici mon engagement à poursuivre pacifiquement le combat pour l'instauration d'un État de droit égalitaire et communautaire, comme je m'engage à dénoncer toutes les atteintes aux droits de la personne humaine, quel que soit l'auteur ou la victime. Pour terminer, je voudrais lancer un appel: libérer les droits de l'homme. Merci pour votre attention.